Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment. Le 12 décembre 2025, il est 20 h en Espagne. En ce moment, des avions F-18 près du Venezuela, actuellement des avions de chasse des États-Unis d'Amérique, survolent la flotte fantôme. Les navires qui volent le pétrole du Venezuela dans la mer des Caraïbes. Famille, vos likes, vos commentaires. On commence. Très bon après-midi famille, bienvenue à Stratégie Militaire. En ce moment même, cela se passe dans les cieux du Venezuela. En ce moment, des avions F-18 aveuglent à nouveau les radars de Nicolás Maduro. Les rhinos reviennent, nous sommes en direct avec le radar des opérations et ajoutons le radar maritime. Parce que nous devons voir, nous devons vérifier exactement où il se trouve et ce qu'il y a d'intéressant là-bas. En ce moment même, en passant tout cela, famille, en passant tout cela ici dans Stratégie Militaire, je vous souhaite la bienvenue. Cela se reproduit, l'illusion revient, il se peut que ce soit aujourd'hui. Remarquez qu'en ce moment, il se trouve sur la diagonale nord de Curaçao. Ici d'Aruba. Regardez la carte que nous avons. À droite, ce sont les pétroliers de la flotte fantôme de Nicolás Maduro. Certains sont sanctionnés, d'autres ne le sont pas. Il y en a un en particulier, au nord, au nord-ouest de Daruba. L'Azur serait sur la liste noire. Le reste ne figure pas sur la liste noire, mais fait partie de la flotte fantôme. Cela peut changer à tout moment. Avec les avions qui tournent au-dessus, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct. Eh bien, c'est ça. Hier soir même, nous avions une histoire incroyable. À l'aube d'aujourd'hui, nous découvrions l'ampleur du problème du Venezuela avec la flotte fantôme. Nous commencions à comprendre, nous commencions à nous rendre compte que ce qui se passe est bien plus que ce que nos yeux peuvent voir. Que nous avons identifié pratiquement tous les pétroliers présents et qui, à ce moment-là, vidaient les réserves naturelles du Venezuela. Les chiffres sont dantesques. Le calcul que nous avons fait de la valeur de tout le pétrole volé dans ces navires fantômes, qui ne déclarent nulle part, est bouleversant. Près de 10 milliards de dollars par an, le chiffre peut être bien plus élevé. 10 milliards de dollars par an volés au Venezuela. Le Venezuela dans l'enquête et ensuite, après le choc, je vous recommande de regarder tout ce que nous avons vu ce matin dans l'émission précédente. On l'a fait trop tard, d'où le manque de vues, mais il faut absolument regarder cette émission et la précédente. Après ça, je suis allé enquêter. Quel type de pétrole possède le Venezuela? Où se trouve-t-il? Quels sont les puits de pétrole les plus importants et pourquoi le Venezuela est-il si important? Une grande partie du pétrole du Venezuela est du pétrole lourd. Il est plus difficile à extraire et plus difficile à transformer en carburant. C'est pourquoi il est beaucoup plus coûteux
que le pétrole léger. Eh bien, c'est justement là, précisément avec cela, que se trouve la clé de beaucoup d'argent. Et ici, nous voyons les rhinos effectuer des schémas de vol. Et plus au nord, un E2. Il y a aussi un autre avion de patrouille maritime BAT-86 de chasse. Il se peut qu'une opération soit en cours, c'est possible. Pendant ce temps, Nectin 99 hélicoptère des Pays-Bas, de l'île de Curaçao, effectuant des patrouilles, remontant vers la zone nord d'Aruba, nord-ouest et sud-ouest d'Aruba, et revenant en ce moment même dans cette zone, on dit que c'est la même zone par laquelle Maria Corina aurait pu quitter le pays. Je vais être honnête. Je sais qu'on parle d'une entreprise, ou soi-disant d'une entreprise, qu'il serait responsable de l'opération d'extraction de Maria Corina du Venezuela. Je veux être très honnête sur ce sujet pour qu'il n'y ait aucun doute, parce qu'on m'a demandé mon avis. À ce jour, le 12 décembre 2025, nous ne savons pas vraiment comment Maria Corina a quitté le Venezuela. Le fait qu'il y ait une entreprise spécialisée dans les sauvetages dans des endroits dangereux du monde qui affirme l'avoir fait, pour moi, ce n'est pas une preuve qu'ils l'ont réellement fait. Tout d'abord, s'ils l'avaient fait, ils ne révéleraient pas l'itinéraire qu'ils ont suivi, ce qu'ils ont pourtant mentionné. Cette entreprise, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui doivent peut-être quitter le Venezuela. En cas d'urgence, est-ce que tu brûlerais ta route de sortie ou ta route d'entrée? Parce que de la même façon qu'on peut sortir, on peut aussi entrer. Donc ça me paraît déjà étrange. Deuxièmement, cette opération se fait avec le soutien des Navy SEALs de la Marine des États-Unis d'Amérique. Ils n'ont pas besoin de figurants dans le film, ils sont suffisants. Ce qui me fait fortement douter que les États-Unis vont collaborer avec un entrepreneur en sécurité privé. J'en doute, mais je n'ai pas non plus de preuves que ce ne soit pas le cas, même si pour moi les doutes, ils sont plus grands. Ce qui me pousse à penser que ce n'est pas le cas. L'histoire de Curaçao peut être vraie, elle l'est sûrement, mais cela me pousse à penser que non. De la façon dont il nous raconte, il serait illogique, j'insiste, de raconter comment un very important personne est sorti du Venezuela. Quand il est probable qu'il faille en faire sortir plus d'un, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas. Et vous, dans le chat, qu'en pensez-vous, Xin? Comment voyez-vous les choses, là, des petites scènes? À quoi pensez-vous en ce moment? Les messages sont importants aussi, vos messages dans le chat. Nous attendons l'arrivée de plus d'avions. Veuillez partager ce direct sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, où vous voulez. S'il vous plaît, partagez-le. Voyons ce qu'ils vont faire. Ils volent en ce moment à 26 000 pieds, entre 26 000 et 27 000 pieds. On dirait qu'ils attendent quelqu'un. On dirait que nos F-18 attendent l'arrivée de quelque chose. Allons voir ça. Allons voir ça. Des commentaires dans le chat, avec les super chats ouverts, ça devient super intéressant. Lors de leur dernière venue, ils sont allés jusqu'au golfe du Venezuela. Voyons voir si aujourd'hui, ils traversent aussi et descendent jusqu'en bas. Hier aussi, c'est arrivé. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas vu. Mais ils ont aussi décollé avec l'arrivée des avions F-35 du continent américain. Il en est arrivé plus. Ce qui fait que le nombre dépasse largement les besoins de cette opération. Il resterait à arriver les F-15, à mon avis, parce que le coût de vol des F-15 est inférieur à celui du F-35 par heure.
La capacité de charge est supérieure et la Versa est plus polyvalente à cet égard. Pour effectuer des opérations au sol ou également des opérations de suprématie aérienne, où il n'est pas nécessaire de disposer de la capacité furtive à 100%, autrement dit capacité réduite, signature radar. Parce que les avions F-35 ne sont pas invisibles, il faut que ce soit clair. On dit qu'ils sont des avions invisibles, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des avions à faible signature radar. Non, Rhino 11 ne descend pas, il est à 26 000 pieds. En fait, il a été coupé. Ils ont coupé le transpondeur. Et Tracer, ils ont aussi coupé le transpondeur. Ils viennent de s'éteindre, même si vous le voyez, ils se sont éteints parce que la ligne est coupée. Ici, à ce point que vous voyez, nous allons voir où ils réapparaissent. Je pense qu'une opération dont nous parlions engager un entrepreneur privé. Quand tu as une force de Navy Seals disponible avec l'équipe 6, je pense que ce n'est pas nécessaire, dit-il. Railover par ici, on va le placer. Je suis ouvert à écouter toute opinion qui pourrait me faire changer ou me faire voir les choses d'une autre manière. J'aime ça. En plus, je suis quelqu'un, j'aime débattre, même si ce n'est pas toujours possible. Il dit, si c'est possible qu'ils aient engagé l'entreprise pour évincer Maria Corina, je n'y crois pas. Aussi en sachant qu'il y a des agents de la CIA à l'intérieur du Venezuela. Moi, je pense que non. J'ai le sentiment que non. Maï. Il y a des avis. Je fais attention, même si ça part vers le sud. Rhino. Je pense que ce que nous voyons en ce moment, c'est que la dernière position était vers le sud. Flightradar indique une direction sud, mais ils ont pu changer de cap. Il a pu tourner. Ce n'est pas Blackwater, c'est-à-dire, ce n'est pas Eric Prince. Ce n'est rien de ce contractant de sécurité. Ici, nous parlons d'une autre entreprise qui, en plus, a une boutique sur son site web pour acheter des t-shirts et faire des dons. Mensuels et des choses comme ça. Je ne sais pas, moi, ces choses-là, je les trouve beaucoup plus discrètes. C'est une opération à haut risque. Il faut absolument les États-Unis, non? L'avion a transité par les États-Unis, est arrivé à Curaçao, puis est reparti vers le Maine, aux États-Unis. Ceci est une opération du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Peut-être qu'un entrepreneur a effectué des travaux de un certain type d'escorte ou de sécurité rapprochée. Mais le poids de l'opération repose sur les États-Unis d'Amérique. Des experts, des stratégies. Trump évite tout risque, si eux interviennent, un problème pourrait survenir. Ce qu'ils ont fait, plus de 800 opérations réussies. Moi, je ne le sais pas. Je le répète, avec tout le respect que j'ai pour cette entreprise, je ne la connais pas du tout. Je peux ouvrir demain un site web et dire que j'ai fait 5000 opérations de sauvetage de chèvres perdues dans l'Himalaya, 400 vaches sur l'Everest, 200 singes sur le mont Hermon. Et je me sens parfaitement bien. Je peux créer un site web avec le message que je veux, mais la réalité est tout autre. Les choses sont différentes et un entrepreneur privé ne viendrait pas raconter cela. La voie d'évasion qu'il aurait utilisée serait de brûler l'une de ses cartouches. Il n'y a pas de meilleure élite pour faire sortir Maria Corina que les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas de meilleure technologie. Et ce n'est pas une entreprise privée qui va avoir les moyens de mettre Maria Corina sur un hors-bord et de la faire sortir par Curaçao. Ce sont des choses peu sensées. C'est mon avis personnel.
Donc, voilà mon avis. Les pétroliers sont toujours là. Les pétroliers sont toujours là. Vous savez ce qui va se passer? Vous savez ce qui va se passer? Que si FLIR Radar ne déconnecte pas l'icône de Rhino 11, il va entrer dans l'espace aérien. Le Venezuela, il va entrer au Venezuela. Mais je répète, c'est une illusion d'optique, plutôt une illusion numérique. C'est un rêve, mais pour l'instant, restons calmes. Un grand merci aux modérateurs qui sont également ici avec nous. J'insiste encore, vous êtes en train de me dire, regarde, Rhino 11, calme-toi, il n'est pas là. Rhino 11, il n'est pas là, d'accord? Non, il n'est pas là, donc restez calme. Si vous voulez vous exciter, je peux mettre de la musique et dire qu'il va entrer. Je n'aime pas mentir, vous le savez. Ici, il y a peu de mensonges et beaucoup de réalité. Tout est vérifié, toutes les informations que nous donnons, nous expliquons pourquoi et d'où elles viennent, quand nous pouvons les raconter et comment cela se passe. Donc, là, vous le savez. Mon Dieu, les gens doivent te devenir fous en ce moment. Parce qu'ils doivent penser qu'il va entrer. Les gens doivent penser en ce moment que ça allait rentrer. Rien à voir. Je vous le dis, Je ne pense pas. Rhino 11, dernière position connue. Cap au sud. Cap sur Punta Cardone. Groupe de missiles 192 de Nicolas Maduro. Système Peshora Boukem 2. En attendant les F-18 des systèmes de la guerre soviétique, de la guerre froide, peuvent-ils abattre un avion moderne? Rhino 11. Il pourrait entrer au Venezuela dans les prochaines minutes. Attention, ce n'est pas une blague. Famille, vraiment? Il n'est pas là, il n'est pas là. Je suis vraiment désolé de vous avoir excité. Mais il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Écoutez-moi, qui arrêtez de créer du drame. Cela dit, j'assume que maintenant il va sortir en disant qu'il entre dans l'espace aérien du Venezuela. C'est du vent. D'accord, une confirmation. Mais bon, c'est bien de s'enthousiasmer. Allons-y, voyons. Qu'il entre, qu'il va traverser Rhino. On entre tout de suite dans l'espace aérien du Venezuela. Mais non, c'est une blague, s'il vous plaît, c'est une blague. Mes sources viennent de me confirmer qu'ils vont entrer. José a des sources, on ne sait pas si c'est de l'eau ou de feu. José a des sources. On le lui a confirmé, ils vont entrer. José, s'il te plaît, ne répète pas. On t'a déjà lu une fois. José, calme-toi. José, ils sont en train d'entrer. Je ne répète pas, c'est une blague, j'y arrive pas, je ne peux pas mentir, j'y arrive pas. L'autre fois, oui, ils sont entrés. L'autre fois, oui, mais aujourd'hui, ça va être drôle quand il va traverser. Si ça ne coupe pas, si le système ne le coupe pas, vous savez pourquoi il ne le coupe pas? Parce qu'il y a des interférences Global Positioning System et ADS en ce moment. Et donc, ça ne s'éteint pas. Il pense que l'avion est toujours là, à 26 000 pieds, et en train de voler.
En fait, regarde la barymétrie. Ou la barométrie présente ici. Rien, ça a oublié. Mais bon, c'est pareil. Maduro, on l'évacue parce qu'ils sont idiots, ils ne comprennent rien à ça. Tout le monde en ce moment court. Hein. Ceux du 192 des missiles, celle-ci courent. Les demoiselles, regarde, c'est vrai. Ou il y a quelqu'un qui regarde nos émissions? Oui, stratégie militaire, tu avais raison avec les F-18 l'autre jour. C'était quand ils faisaient sortir Maria Corina. Merci beaucoup. Stratégie militaire. Pour ceux qui ne le savent pas, l'autre jour, quand nous étions en direct en train d'analyser les F-18, il a dit « Il est probable qu'il soit en train d'extraire quelqu'un d'important. » Et Stratégias a peut-être des sources. Et ce ne sont pas des sources d'eau. Encore mieux, nous savons des choses car que les gens qui parlent avec POTUS ne savent pas. Peut-être que nous parlons avec POTUS chaque soir. On l'a sur WhatsApp, on a un groupe qui s'appelle POTUS, où on nous raconte des secrets. Ah, c'est bien, mon Dieu, c'est bien, c'est génial, c'est génial. Salut, je suis le pilote, je vais donner un avertissement, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah, il est resté là, il est resté figé. Rhino est figé dans le Fir de Meketia. Maduro a-t-il utilisé une arme secrète? Est-ce qu'il aurait appelé Spider-Man pour le laisser figé dans la toile d'araignée? Là-bas, là, sur la ligne rouge, il aura peut-être mis une sorte de bouclier interplanétaire. De ceux de la guerre des étoiles ou de Star Trek, où les avions ne peuvent pas passer. Là, il est figé. Attention, on a un autre Rhino, et celui-là est vraiment bien, on en a plus. Voyons. F-18. Il ne sort pas, hein? Le type ne sort pas. Il ne sort pas. Nous avons perdu ce Rhino, nous avons perdu cet autre Rhino, mais maintenant, ces rhinos apparaissent. Nous sommes remplis de rhinocéros. Et c'est un zoo qu'ils envoient le RACMAX. RACMAX tout de suite vers le nord pour chercher les rhinos. Allez, la famille. Nous sommes en direct en ce moment. C'est le chaos. En ce moment, tu cherches des pétroliers, hein? C'est un FDX-8S, donc un seul pilote. Si c'est un S, il n'y a qu'un seul pilote. Je crois, hein? On va confirmer. Partagez le direct tout de suite, la famille. Il nous manque beaucoup de monde ici en stratégie militaire en ce moment. On va voir. Je crois que c'est la version monopilote. Non, le E, c'est le siège unique, le S. Non, aussi. Aussi. Ça peut être seul, hein? Suprême suprématie. Regarde, le rhino est au réapparu. Il était là, figé. Il n'ose pas passer. D'accord? La version B, c'est ma place. La version D, c'est ma place pour l'attaque nocturne. Maintenant, normalement, ce sont toutes des D ou E. Il y a une version qui est la G, qui est celle de la guerre électronique. Ah, il est déjà parti. Ils ont abattu Maduro, ils ont abattu le Rhino. C'est un mensonge. C'est un mensonge.
Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Tout le monde reste calme. Il n'y a pas eu d'abattage. Tout est calme. La version puissante du FDX8 est la G, dédiée à la guerre électronique, et la D, qui a une capacité d'attaque nocturne. Mission de reconnaissance. Je suis très honnête. Pourquoi vous mentirais-je? C'est que si je commence à mentir maintenant, les gens finiront par découvrir que je mens. Les gens ne viendront plus voir des stratégies militaires. Ils ne feront plus confiance à cette chaîne et nous allons perdre tout le travail que nous faisons depuis près de 3 ans. Non, on ne veut pas ça, ce n'est pas nécessaire. Rien que le fait qu'il soit là, c'est déjà une gêne pour Nicolas Maduro et toute cette racaille. Des avions décollant de Caracas. Où vont-ils vers le sud? Vont-ils à Santa Elena? C'est Maduro qui part dans la jungle. Bon, voyons voir, sans filtre, ce qu'on a par ici. Là, il y a des avions au Venezuela. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Eh bien, les passagers qui étaient dans l'American Airlines ont pu voir leurs avions, hein. Sûrement que les pilotes, dès sont passés à côté de l'avion pour saluer. Mais nous, on est en règle, on a des papiers. À 29 000 pieds, 28 000 pieds, 29 000 pieds, les rhinocéros. Il y a d'autres rhinos non spécifiés. Les animaux nous échappent, non? Ils nous échappent. Allez, ils sont en train de tourner en rond en ce moment. Ils seraient là tout de suite si on va sur la carte magique des pétroliers. Ils seraient, à propos du pétrolier, qui est bien sanctionné. On le voit ici. Celui-ci, ici, Azur Voyageur. Voyage de l'Azur, donc voyager. Celui-ci serait juste en dessous. Des F-18 en dessous. Ce navire, il semble pouvoir l'attaquer. Ça y ressemble, je le dis, mais si ça arrive ou non, je ne sais pas. Les amites, moi, je n'y connais rien à ces choses-là. On lance un live par-ci par-là, mais on ne sait rien. Vraiment, on n'en a vraiment aucune idée. Voyez voir si j'arrive à le centrer à l'écran, voilà. Par ici. D'accord, c'est centré. On entre dans le champ. C'est compliqué à faire. Vous ne pensez pas que tout est gratuit ici, n'est-ce pas? Voyons voir, voilà les rhinos. Rhino. Eh bien, si on peut entrer, ça va être amusant. Si on a une entrée, si on peut entrer, ça va être amusant. Rhino a déjà changé de direction. Maintenant, il va vers le sud. Les gens sont là avec des jumelles. Quel est le sens? Regarde, c'est une très bonne question, time shift. C'est une très bonne question. Explique-nous pourquoi faire voler quotidiennement les F-35 et F-18 en consommant du carburant inutilement. Allez, tout d'abord, il s'agit d'entraînement de travail en équipe. Sur plusieurs plateformes. Des avions F-35 avec des F-18+, des bombardiers stratégiques et travaillant lors des opérations. Ils doivent suivre un entraînement pour que tout se passe parfaitement. Peut-on mener des opérations de suppression ou de déni de défense anti-aérienne? C'est exactement ce qui s'est passé quand Maria Corina a été écartée. La capacité anti-aérienne ou de radar aérien ou maritime du Venezuela a été neutralisée. Ce qui a créé une fenêtre d'opportunité pour écarter Maria Corina. De quelque manière que ce soit, mais cela s'est produit après. Mener ce type d'opération use l'ennemi.
En ce moment même, tous les opérateurs de Punta Cardo, les demoiselles du 192 qui disent qu'elles vont protéger le Venezuela, sont en ce moment sous beaucoup de stress. Le fait que ce genre d'avion apparaisse, que le radar ne fonctionne pas, que tu deviennes fou, ça génère du stress, beaucoup de stress, et ce stress finit par coûter cher. Au final, tu fais des erreurs. Et c'est quand ils font des erreurs qu'ils lancent quoi l'attaque. Et en plus, l'être humain a un défaut, et cela arrive très souvent pendant la guerre. Une grande partie des accidents de la route se produisent sur les routes, comme les autoroutes. On suppose qu'une autoroute est une route beaucoup plus sûre. Une autoroute est bien plus sûre qu'une route conventionnelle à 2 voies seulement, une voie dans chaque sens. Pourquoi? Parce que l'être humain a quelque chose psychologiquement que l'on appelle assimilation, ou s'habituer à réaliser ou à vivre la même expérience de manière continue. Ce qui fait que tes sens de réaction se détendent, ton niveau d'alerte diminue, baisse, et tu penses qu'il ne va rien se passer, il n'arrivera rien, ils n'attaqueront pas. Peut-être que la personne au radar fume une cigarette. Ils disent qu'une s'oriente dehors et pensent qu'il ne se passera rien. Et à ce moment-là, des choses commencent à tomber du ciel. Il s'agit d'habituer l'ennemi à un schéma pour que lorsque tu brises ce schéma, ils ne savent pas quoi faire maintenant, ils savent quoi faire, rien, parce qu'ils ne peuvent rien faire. Mais ils ne savent pas quelle serait leur réaction en cas d'attaque, parce qu'ils n'ont pas encore été attaqués. Cependant, les États-Unis étudient bien leur capacité de réaction. En même temps que nous voyons ces avions, il y en a d'autres qui recueillent des informations sur les télécommunications. Ils prennent ensuite note de leur communication, de leur numéro de série, de l'indicatif d'appel qu'ils utilisent pour se contacter les uns les autres. Les points d'où partent les communications pour identifier des lieux d'intérêt, des postes d'observation, des centres de communication, des centres de commandement, des centres radars. Tout cela est en train d'être créé en même temps que ces 2 avions, ou ces 20 avions qui sont là-bas. Je ne sais pas combien ils sont, parce que je ne suis pas là-bas. Évidemment, ils sont là-bas, provoquant une réaction du régime de Nicolas Maduro. La guerre repose sur l'intelligence et la connaissance. Connaître l'ennemi te donne l'avantage tactique nécessaire. Jouer sur un radar, c'est la guerre? Non. Non, parce que tu ne le détruis pas, tu lui refuses sa capacité. Malheureusement, les radars du Venezuela n'ont pas les filtres suffisants pour supporter cette guerre électronique. En direction de l'Orte. Il est là en ce moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regarde, ces avions patrouillent la mer, ces avions des États-Unis. Ils sont en patrouille. Quel autre qu'on a par ici? Un pétrolier dans les Keys de Floride. Un AC-130 qui se dirige vers le sud. Un impressionnant C-5 Galaxy, l'un des plus gros avions des États-Unis, voire le plus grand. Nous cherchons ici des mouvements aux Bahamas. Le Wacken 07, qu'est-ce qui pourrait être lié aux communications? Ça pourrait être lié aux communications, j'insiste. Au Venezuela, nous avons un avion à code militaire, un petit avion. Le Venezuela a juste fait décoller un petit avion accompagné de 3 F-18. Oui, et si nous savons qu'il y a 2 avions F-18? Merci d'être venu en parler, merci beaucoup. Je suis content que tu aies lu le titre du direct. Merci beaucoup, bienvenue, merci pour ton message. Allons-y avec les super chats, la famille. On va lire vos commentaires. Red Bull Rescue est une organisation non gouvernementale, pas une entreprise.
Pour Corina, c'est important, mais pour moi, c'est une distraction. Pour des raisons de sécurité. Je ne sais pas, je te le dis, Victor, avec tout le respect que j'ai pour le taureau bleu de secours, le taureau gris de secours. Je ne connais pas cette entreprise, je ne connais pas son portefeuille, ce qu'il est, ou je ne sais pas. Je sais que j'ai regardé la page, on m'en a parlé, j'ai vu qu'ils vendent des sweats à capuche et qu'ils demandent des dons pour secourir des gens. Mais pour l'instant, je ne sais rien et j'ai des doutes. Et ce n'est pas mauvais de douter. Écoute, hein, non, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont des menteurs ou que les informations qu'ils donnent sont fausses. J'exprime juste mon avis, je pense que ça ne s'est pas passé ainsi et je l'ai expliqué. Pourquoi les entreprises de sécurité recrutent-elles uniquement d'anciens forces spéciales? AGIX, Navy Seals, ex-Marshok, ex-Delta 4, ex-Green Beret, ex-Marine Force Recon, d'accord. Et pourquoi utiliserais-tu d'anciens membres des forces spéciales ou d'anciens Navy Seals alors que tu pourrais utiliser ceux qui sont actuellement en service et qui ne sont pas des anciens? C'est-à-dire, il n'y a rien de plus puissant que les Navy Seals actuellement actifs au 12 décembre 2025. Au moment où tu quittes un groupe d'opérations spéciales, oui, tu as des connaissances, oui, tu as de l'expérience, mais tu n'as pas l'entraînement que tu as en côtoyant des gens au quotidien. Pourquoi irais-tu vers un niveau inférieur de capacité opérationnelle alors que tu as à ta disposition ceux qui sont opérationnellement actifs? Je ne sais pas, c'est comme choisir entre une voiture neuve ou d'occasion. À l'époque, quand il était neuf, il était très bien, ça n'a rien à voir avec moi, c'est mon avis. Mais merci Marc, ton avis est bon. Oui, oui, c'est vrai, hein, ce sont généralement d'anciens forces spéciales qui en font partie. Oui, il y a un autre rhino non spécifié, celui-ci n'en a pas. Il n'a pas de cornes, sûrement. Allez, on continue la famille, on continue par ici. Pour moi, c'est clair, si je dois choisir quelqu'un pour me sauver, je préfère que ce soit les Navy Seals en service actif, c'est mon avis personnel. Sache que les Navy Seals actuellement en service peuvent utiliser des communications chiffrées par satellite, accéder aux drones et à des images satellites en temps réel. Ça n'a rien à voir, vraiment. Je le dis sérieusement, tu ne vas pas envoyer des contractuels privés pour sortir quelqu'un du Venezuela quand tu peux utiliser ce que tu as de mieux. C'est qu'ils attaqueront bientôt. Avec les élections au Chili, je doute qu'ils attaquent dimanche. Je pense que ce qui se passe au Chili n'a rien à voir avec ce qui se passe au Venezuela. C'est mon avis. Je pense qu'il n'y a aucun rapport. Il n'y a rien. Une similitude ou quelque chose qui corresponde à cela. Bon, on va voir. Rhino Rumaruba, Rhino Cap au nord, les rhinocéros se sont battus et ils s'éloignent l'un de l'autre. On emploie des ex pour des actions clandestines et non officielles. C'est beaucoup de cinéma. Parce qu'en réalité, il existe quelque chose qui s'appelle la CIA. Et la CIA recrute parfois des membres de groupes d'opérations spéciales, mais qui sont en service actif. Il y a beaucoup de légendes, beaucoup de choses qu'on voit dans les films, des histoires dites comme ça, d'opérations, blackout, et des choses comme ça. Sans les cils, là, il y a quelque chose dont on parle beaucoup, et ce sont les cils retraités qui disent bon, qu'il y a un truc. Il y a une équipe des cils qui est secrète, que même les propres cils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire au sein des Navy Seals. Quel est l'entraînement le plus dur auquel un soldat peut être soumis? Constatez, chaque pays possède ses propres groupes d'opérations spéciales. Au sein de cette élite, il y a une élite. Et au sein de ces groupes, car il y a plusieurs groupes de SILS, il y a des groupes spécialisés dans les opérations complexes. L'équipe 6, le Team 6 des SILS sont faites pour ça. Mais un autre serait secret, selon les commentaires.
Barbaro Télévision. S'ils n'attaquent pas avant lundi, il sera trop tard, car le régime déplace des missiles longue portée russes et iraniens. Je suis sidéré par vos sources. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas d'où vous sortez ça, si vous le lisez quelque part. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. Je le dis sérieusement, je n'en ai vraiment aucune idée que s'ils n'attaquent pas lundi, ce sera trop tard. Moi ça non, je ne le partage pas. Barbaro Télévision. Je ne le partage pas, je suis vraiment désolé. Je mets le commentaire parce que je trouve que c'est bien d'en parler, mais moi je le dément. Pour l'instant, aucun mouvement de missile balistique iranien n'a été détecté. Ou qu'est-ce que tu as dit ici, pas les Russes ou pas les Chinois? Je ne sais pas, ça serait détecté. Les États-Unis ont des images satellites 24 heures sur 24 sur le Venezuela. Ils détecteraient n'importe quel mouvement d'un lanceur. De nos jours, on est avec l'intelligence artificielle, on peut voir ça. Il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un ni de stratégie militaire. En regardant la carte pour voir qu'ici se trouve le régiment de missiles anti-aériens. Déjà automatiquement, grâce aux dimensions des véhicules, à la définition qu'ils ont, qui est bien supérieure à celle-ci, à cette image satellite. Ils vont identifier où ils sont, c'est pour ça qu'ils essaient de les camoufler. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'envoyer des drones, d'envoyer des avions pour brouiller les radars et voir où ils sont. Où est le skipper? Selon Donald Trump, il faut prendre un hélicoptère et le poursuivre vers le nord, en direction des États-Unis. Ce sont des infiltrés? Je pense que oui. Maria Christina, pourquoi ces remarques sur les missiles, hein? De quoi parles-tu? Des... Ils prennent des épis de maïs pour les mettre dans un missile. Ils n'ont même pas d'avion, ils ont des drones. Oui, des drones iraniens. Ça, ils en ont. Si l'Iran n'a pas abattu d'avions israéliens, comment pourrait-il abattre des avions américains? Venezuela? Peut-être que je devrais ravaler mes paroles et qu'ils en abattront un. 2, 3, 50, 100. La meute d'experts proposant depuis 25 ans des solutions faciles, façon Chuck Norris, s'est effondrée. De bons films de Norris. Quand ils tournaient les films sur le Vietnam et Cobra, je crois, ils étaient bons. Delta Force. Vous vous souvenez des motos qui volaient lors du sauvetage au Liban des otages dans l'avion? Ce sont des films, parfois la réalité dépasse le film, et parfois le film dépasse la réalité. Élevons le niveau, ne prenez pas vos sources sur Netflix. C'est que j'ai vu tellement de choses ces dernières 48 heures, écrites sur Twitter et en vidéo sur des chaînes de télévision. Comment Maria Corina s'en est sortie? En parlant en privé avec certaines personnes, ce n'est pas que je riais, j'avais mal à la mâchoire. Comment? Il y avait un hors-bord, des vagues, Maria Corina vomissait, qu'ils ont dû l'évacuer au milieu de la mer avec un hélicoptère parce que c'était dangereux. C'est-à-dire, ils ont dit l'autre jour que lorsque Maria Corina était à 2 doigts, à 2 kilomètres de la plage de Curaçao, un hélicoptère est venu l'évacuer. Ce sont des choses qui arrivent à tout, parce que ce jour-là, il y avait un hélicoptère qui tournait en rond. Les gens disent déjà que l'hélicoptère l'a sorti. Maria Corina, c'est fait, on l'écrit ou on le dit. Et tout le monde le croit, alors que les choses ne sont pas comme ça. Ça n'a pas de sens. Et elle était aussi escortée par des dauphins avec des systèmes d'intelligence artificielle programmés dans leur cerveau pour qu'ils assurent la couverture de Maria Corina. Et maintenant, tous les dauphins ont aidé à libérer Maria Corina. Je vous ai déjà donné mon impression sur la façon dont était le sujet.
D'abord, je vais être sincère avec ça, je ne voulais pas entrer dans ce sujet, je voulais l'éviter. Mais pendant que les rhinos décident de faire quelque chose de plus, nous n'allons pas perdre notre temps ici, et ce que nous allons faire, c'est évaluer plus d'options. Allez, on y va avec le sujet, une seconde. On va voir. Sued de Maria Colina. Selon ce que tout le monde croit ou ce que tout le monde commente, excusez-moi. Maria Corina. Elle est emmenée depuis Caracas par voie terrestre, par la route. Elle entre à Punta Cardón par une route à une seule voie. Elle traverse tout cet endroit. Elle monte par cette route. Pour arriver à un port, il faut que ce soit un port, parce que ça ne pouvait pas être au milieu d'une plage. Il n'y a pas assez de plage pour qu'un bateau arrive et que Maria Corina monte à bord. Donc il faut arriver à un port et dans l'un de ces ports. D'ici, Maria Corina embarquait sur un hors-bord cuirassé. Et comme il faisait mauvais temps, elle n'a pas pu arriver à temps pour recevoir le prix Nobel de la paix. C'est ça, et les gens, oui, ça a été comme ça. Je vais maintenant te dire 40 choses pour que tu vois que ça n'a pas été comme ça. Mais, ceux-là sont bien à la fin de Maiquetía, ceux-là sont bien dans l'espace aérien du Venezuela. Grand Roc, île de la Orchila, avion F-18, et il y en a de plus en plus. En ce moment même en direct, famille, ça se passe. Ça se passe à Grand Roc, Orchila. Avion F-18, on les a entendus à 27 000 pieds d'altitude, et ceux-ci sont des avions de guerre électronique. Ce sont les Glowlers. Ceux-ci, ce sont bien les Glowlers. L'étoile de la mort. Radar déployé sur toute la zone de Caracas et l'île de la Orchila. Complètement aveuglé. Télécommunications coupées. Personne ne répond au téléphone. Système de guerre électronique. En ce moment, Fouet, nous savons tous les deux qu'ils ont 11 avions de ce type pour perturber les télécommunications. De neutraliser le système de défense antiaérienne du Venezuela, nous voyons ici que la situation devient tendue. Comme le dit, je salue mon ami Gaston de Guarimba qui nous regarde sûrement. Nous disions que nous allions faire quelque chose de sérieux et discuter d'un sujet important. Je vais vous donner 40 raisons pour lesquelles Maria Corina ne l'a pas fait. D'abord, de Caracas jusqu'au point B, c'est-à-dire du point A au point B, il y a une grande distance. En plus de cette grande distance, nous savons qu'ils doivent y passer par des routes principales, où il y a des checkpoints tout le long de la route, les fameux collectifs qui contrôlent les voitures. Nous savons aussi que la côte est la zone la plus surveillée, et surtout la zone côtière de Caracas jusqu'à Punta Cardón. Je doute que Maria Corina ait pu passer tous les checkpoints qui se trouvent là-bas sans être vue, à moins qu'il ne l'ait fait passer camouflé dans un faux compartiment d'un camion ou similaire, je ne sais pas. Deuxièmement, c'est trop risqué. Entrer sur un territoire et parcourir une distance, rien de plus. Mètres par ici. Environ 80 km. 80 ou 70 km.
sur une route sans issue, dans un endroit où tu ne peux pas t'enfuir, où il n'y a aucun moyen de s'échapper, je trouve ça étrange. Et aussi de faire ça dans un port où les gens peuvent te voir. N'importe qui peut voir qu'un bateau arrive et que quelqu'un dit « monte ici ». Avec des types autour du bateau, des voitures arrivant. Parce que Maria Corina serait escortée, alors évidemment ce n'est pas elle qui a conduit jusqu'à Pantacardone. Pourquoi ne pouvons-nous pas envisager quelque chose de beaucoup plus logique? Que recherches-tu pour accomplir une telle mission? Discrétion, ne pas attirer l'attention. Maria Corina pourrait, par exemple, être cachée à Maracaibo, grande métropole. Loin du pouvoir de Caracas, près de la frontière brésilienne, plusieurs options pour fuir. Il y a une présence militaire, c'est vrai, c'est important, mais il y a beaucoup d'endroits où tu peux te cacher à l'intérieur de ces lieux. Tu vas dans une zone isolée de tout, où il n'y a personne, où personne ne rentre. Tu arrives dans un endroit perdu sur la plage, sur toute cette ligne de plage, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a aucune base militaire là-bas, qu'il n'y a aucun régiment de défense anti-aérienne, qu'il n'y a aucune installation critique, comme il y en a à Punta Cardone. Et tu procèdes à l'extraction. Et pourquoi la faire sur une barque? Alors que les Navy Seals ont un meilleur équipement pour ce genre d'opération. À la fin de 2024, les Navy Seals ont reçu leur premier mini-sous-marin pouvant être transporté à bord d'un sous-marin de classe Los Angeles, exactement le même type de sous-marin qui se trouve actuellement dans la mer des Caraïbes. Pour entrer, embarquer Maria Corina et l'emmener. Pas besoin de petites embarcations, ni de se mouiller ou d'avoir le mal de mer, tu l'emmènes. Kitio Sotikar, Shkulasar. Pendant ce temps, les F-18 patrouillant dans cette zone. Ils s'assurent qu'aucun bateau ne s'approche, qu'aucun hostile ne s'approche de la zone d'opération. Les radars ne détectent rien, les gens observent les F-18 sans prêter attention à la plage. Tu pars et tu mets quelques heures, oui, même en étant déjà prêt. C'est vrai, tu mets beaucoup plus de temps que si tu partais d'ici. Mais toute cette zone ici est très surveillée par ces milices que Nicolas Maduro a déployées sur toute la côte. Les vigies? C'est comme ça que je le ferai. C'est selon moi la manière la plus sûre et discrète. Plus faisable. C'est mon avis. Allez, allons voir ce qui se passe avec ces gars. Ils reviennent donc vers Grand Rock. Grizzly 1, l'ours 1 et l'ours 2. En donnant un peu d'amour au radar de la Orchila, et je pense que la Orchila sera conquise, tôt ou tard, ils vont prendre la Orchila d'assaut. Prenez-en note, la Orchila sera prise d'assaut. Je pense qu'avec ce que Maria Corina a dit, je ne veux briser le cœur de personne, ni non plus nuire à aucune entreprise qui vend des sauvetages. Mais c'est comme je ferais... Comme je ferais un an, je ne vois pas d'autre option plus sûre que celle-là. Tu sais, hein, j'y ai beaucoup réfléchi. J'avais même préparé une émission sur ce sujet pour la regarder avec vous. Mais comment tout ce battage sur la façon dont Maria Corina s'est imposée a-t-il émergé? Nous sommes déjà là, la famille. Lia. Bon. Quelqu'un m'a dit... J'ai été, vous savez que je n'aime pas ça, hein? Mais quelqu'un m'a dit... Qu'il pourrait y avoir un objet volant vers le Venezuela? Et ce ne sont pas ceux-là. Ce sont d'autres, plus grands. Quelqu'un m'a dit qu'il pourrait y en avoir en route. Des avions plus grands?
Voyons voir, voyons si c'est vrai, nous sommes en direct. Famille, bienvenue sur Stratégie Militaire. Merci et excusez-moi. J'ai dit que je devais passer des appels. Attention, attention, merci. Attention, attention. Ce qui peut arriver, vient, mais voyons voir. Voyons, de quoi parle cette histoire? Tu m'attends à envoyer un super chat. Voyons les super chats et ce qui s'est passé ici pendant notre appel important. Victor. Le sauvetage de Maria Corina impliquait la CIA et les Navy Seals. Ils ne sont pas allés à Curaçao, le reste n'est que diversion. L'avion est parti de Curaçao, c'est la seule chose que nous savons. L'avion qui transporte Maria Corina est parti de Curaçao, mais attention. L'avion s'est arrêté dans le Maine. L'avion s'est arrêté dans le Maine. Cela ne signifie pas que Maria Corina soit allée de Curaçao au Maine. Nous savons que l'avion qui emmenait Maria Corina à Oslo s'est arrêté dans le Maine, et que de là jusqu'à Oslo, l'avion était effectivement plein. Mais le trajet de Curaçao au Maine, nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas, il y a beaucoup à dire à ce sujet. S'il y a une explosion sociale à Cuba, que se passerait-il? Eh bien, que il ferait sortir les guêpes noires, ces guêpes cubaines, pour réprimer tout le monde. Et ce serait une guerre civile là-dedans. Pas une guerre, mais à ce que font les communistes. Tout ravager. Je crois que si le Venezuela tombe, Cuba tombera aussi. Il n'y aura plus de pétrole. On l'a déjà vu hier soir, la flotte fantôme va tomber. Donald Trump a déjà ciblé 40 pétroliers qui vont tomber les uns après les autres. Donc c'est très compliqué. Écoutez, nous avons perdu des vols. Next pas, ils sont ici. Par le Chili. Regarde. Si tout se passe comme nous le pensons, il y a 2 points importants. L'Urshila et Punta Cardone. Si les États-Unis prennent ceci d'ici, des problèmes, de sérieux problèmes pour le régime. Les États-Unis prennent l'Urshila. De sérieux problèmes pour le régime. Ce sont de sérieux problèmes. Ce sont des problèmes très sérieux. Il faudra voir comment ça évolue. Mais je pense qu'il pourrait passer un mauvais moment. Regarde, ils sont là, toujours au même endroit. Ils ne bougent jamais. Ils ne partent ni ne bougent, toujours selon le même schéma. Le point de rendez-vous avec les bombardiers est au nord d'Aruba. Le point de passage, c'est la diagonale d'Aruba jusqu'à La Urchila, jusqu'à l'île Blanquilla. Où sont actuellement les glowlers de la guerre électronique? Toute la zone de Caracas et la région de l'Urchila reçoivent actuellement une interférence maximale. En ce moment même, un avion pourrait entrer. Qu'il ne pourrait l'abattre que s'il était juste au-dessus de Caracas. Le système S-300, le système Pechora ne fonctionne pas en ce moment. Ils ne voient rien, ils sont aveuglés, rien de plus.
Et ce que nous allons faire maintenant, c'est regarder ce que fait le régime, ce qu'ils sont en train de mettre en place. Nous allons le voir. Que fait actuellement le régime de Nicolás Maduro? Et dans quel but? Ces avions sont-ils à 280 km du porte-avions? Nous avons la localisation du porte-avions à 280 km au nord de Bonaire. Vladimir Padrino a parlé du pétrolier. Écoutons les propos de Vladimir Padrino sur le pétrolier. Ici dans Stratégies militaires en direct. Padrino doit s'inquiéter d'autre chose et ce n'est pas le pétrolier. Vlad, préoccupe-toi d'autre chose. Et ça ne s'appelle pas pétrolier. Nous allons montrer l'image de ce qu'a dit Vlad. Je n'en peux plus. Parrain, il n'en peut plus. Plus. Récemment, nous avons vu comment il s'est arrêté. Un pétrolier marchand civil a été intercepté. C'est ça. Ici, dans les eaux des Caraïbes, spécifiquement au sud de la Grenade, de Tobago et de Trinidad. Là-bas, déjà en sortant vers l'Atlantique, un navire qui exerçait le libre commerce et la libre navigation. Une seconde. Excusez-moi, j'ai vu ici un commentaire. Je ne l'ai pas ici, mais Christian Ferrer a écrit. Quel est l'objectif de détailler l'opération de sauvetage de Maria Corina, alors qu'elle-même n'a pas voulu donner cette information pour ne pas mettre d'autres personnes en danger? Es-tu un irresponsable ou un mouchard? Eh bien, je ne suis pas un crapaud, parce que dans ce cas, tu devrais m'embrasser et je deviendrai un prince. Et on ne veut pas ça. Non plus. T'as lu? Le titre de cette chaîne, c'est Stratégie militaire. Nous analysons des choses qui se passent. Ce que je ne trouve pas bien, c'est que l'on désinforme les gens et qu'on leur raconte des histoires pour vendre du vent, ou vendre des vues, ou vendre n'importe quoi, ou des t-shirts. C'est ça qui m'agace. Je t'ai dit comment je le ferai. C'est peut-être différent, peut-être mieux, peut-être que je me trompe. Si ça t'embête que je raconte comment les choses se passent, eh bien peut-être. Ce ne serait pas stratégie militaire. Parce que, en général, on n'attend pas qu'un média publie quelque chose, c'est nous-mêmes qui enquêtons sur les choses. C'est pour ça que cette chaîne est comme elle est, donc il n'est pas nécessaire de nous manquer de respect. Si tu n'aimes pas Christian, si tu te sens blessé, ou tu penses que maintenant, Vladimir Padrino va déployer 500 000 soldats dans la zone de Maracaibo pour éviter que quelqu'un d'autre ne soit secouru, ne t'inquiète pas, ils le feront sortir par l'Orénoque. Christian, tu dois avoir l'esprit un peu plus ouvert. Nous donnons des informations, nous racontons des nouvelles. J'ai plus d'informations que je ne raconte pas pour ne mettre en danger aucune opération. Nous l'avons toujours fait, mais il y a toujours des gens comme toi qui viennent faire des commentaires et nous juger alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que nous faisons. Alors, s'il te plaît, quitte la chaîne et va regarder Peppa Pig, toi aussi. Un de plus pour Peppa Pig. Vladimir, continue s'il te plaît. Merci, international. Alors, cela constitue une violation flagrante du droit international, de la Charte des Nations Unies, une violation du droit à la libre navigation, une violation du libre commerce. Alors nous nous demandons, qu'est-ce qui se passe dans le monde pour que le droit ne soit pas respecté?
Est-ce que le même système soi-disant libéral qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale est en train de mourir à vue d'œil? Déjà anachronique, il apparaît comme inutile pour le système international. La question est, Vladimir, regarde, la question n'est pas celle-là. La question dans cette histoire est, qu'est-ce que tu vas faire, toi, pour empêcher qu'ils continuent à attaquer des pétroliers avec du pétrole volé au Venezuela? Pourquoi vous n'en parlez pas? Qui était l'acheteur? Où est l'argent? Où sont les plus de 70 millions de dollars de pétrole qui étaient transportés sur ce navire? Vous mettez plus de 10 000 millions de dollars par an dans vos poches. Toi et le cartel de Los Sos avec la chef Chilindrina, la petite amie de Chucky, Betty, la moche. C'est ça que vous devez expliquer. Ce que tu dois expliquer, c'est comment en ce moment même, pendant qu'on discute ici de ton existence, je pense qu'il a un certain temps restreint et limité. Pourquoi y a-t-il des avions de chasse dans des zones stratégiques du Venezuela et vous ne pouvez rien faire? Je pense que ce serait l'explication. Informe les États-Unis qu'ils ont intercepté un navire sous faux pavillon, qui est sanctionné par plusieurs pays et constitue un danger pour la sécurité internationale. Je pense que ça, c'est vraiment un problème. Voilà Vladimir Padrino nous faisant la leçon. Et le visage de béton. Alex. Nous voyons ici un AC-130 enfin, un C-130, un H, un Hercule de 54 ans. En partant de la zone du Tigre, les tigres vont chercher les rhinos. Rien, celui-ci va vers le nord. Il ira sûrement dans la zone de Maracay, peut-être la zone de Caracas. Et voilà, regarde, il continue là-bas. Voilà les avions. Non, écoute, je ne vais pas m'épuiser avec ce que Christian a dit. Je le dis clairement, car certains lecteurs peuvent avoir une crise d'angoisse vu la délicatesse du sujet. De nombreuses personnes sont actuellement persécutées au Venezuela. Alors qu'un expert vienne nous dire ce qu'il est correct de dire, ce qui met en danger ou non, et qu'il vienne nous critiquer. Personnellement, ça m'est égal, mais je sais que ça stresse certains, et je ne veux causer ce stress à personne. Ce que je fais, c'est donner des connaissances sur un sujet pour soutenir la cause du Venezuela. Je pourrais parler d'Israël, je pourrais parler de 1000 choses qui se passent dans le monde. Mais je suis ici avec mes frères mots vénézuéliens en essayant de libérer un pays à travers la bataille des réseaux, comme beaucoup de communicateurs qui font cela. Bien. Ça continue là. Regardez ce schéma, c'est intéressant, une salutation. Il y a un schéma qui est aussi intéressant, regardez ce détail. Les avions de guerre électroniques ne volent pas si pas aux épées creux, aussi près des avions de bombardement de supériorité aérienne, ceux qui ne sont pas de guerre électronique. Pourquoi y a-t-il cette distance entre eux? Parce que ces systèmes peuvent générer un certain type d'interférence dans les systèmes de ces avions. Aussi, même s'ils disposent en dessous d'un système de filtrage d'interférence contre la guerre électronique, les FDX-8, ceux que nous voyons ici, il se peut qu'ils soient également affectés ou puissent être affectés par cette interférence. C'est pourquoi il y a toujours une distance. Ils ne vont généralement pas ensemble, du moins pas dans les schémas que nous voyons en ce moment. Mais regardez. Regardez, ici, quand ces avions pointent par là-bas, comment peut-on voir qu'il y a une interférence? Regardez ici, cette ligne noire, même invisible avec le bleu, montre ce qui s'est passé. L'avion n'a pas fait un virage direct, c'est-à-dire, il n'a pas fait comme ça, et il ne l'a pas lancé directement vers la droite. Ce sont généralement des virages circulaires, pas carrés. Celui-ci, par exemple, il le montre bien, vous voyez ce virage circulaire. D'ici, il y a beaucoup, même énormément d'interférences. Leur mission est simple,
créer des interférences à Grand Rock et Orchila. Pourquoi pourrais-tu faire ça? Eh bien parce que tu es meilleure équipe d'opérations spéciales. On revient encore à la même chose, des insertions ou des extractions qui sont en train d'être réalisées par des équipes d'observateurs. Ou une opération qui est en cours, ou n'importe quoi comme c'est arrivé l'autre jour, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Regardez, juste ici se trouve VAT dans cette zone-ci, en train de chercher des navires pétroliers. Il cherche les pétroliers de la flotte fantôme de Nicolas Maduro. Beaucoup de choses se passent. Nous surveillons ici actuellement, car notre zoom est ici, et des événements peuvent survenir dans la zone de Trinité et Tobago. Il faut savoir jouer avec l'ennemi qui ne peut défendre tous les points du Venezuela. Que se passe-t-il si Maduro? C'est une très bonne question. Que se passe-t-il si Maduro lui-même, au porte-avions des États-Unis, devrait-il le lui remettre? C'est une question complexe, Penny. Elle est très complexe. Je pense que si Maduro garde le porte-avions des États-Unis, il pourrait se diriger vers le pont et sauter. Je pense que je pourrais faire ça, un saut de la foi, je pourrais le faire. Que se passerait-il? C'est une bonne question, Edouard. Que se passerait-il si Maduro envoyait les Sukhoi pour intercepter les F-18? Comment détecte-t-on les avions, c'est-à-dire comment détecte-t-on les avions en temps de guerre? Dans un scénario de guerre, tu as le soutien du radar aérien et du radar au sol. Dans ce cas, le radar au sol ne fonctionne pas parce que ces deux avions brouillent les signaux. Les Sukhoi sortent, on leur dit qu'il y a un signal au nord de Grand Rock. Ils ne savent pas combien d'avions il y a. Tout d'abord, les Sukhoi vont faire face à une menace inconnue. Ils savent donc qu'il peut y avoir des avions F-18, des avions F-35 ou qu'il peut y avoir n'importe quoi d'autre. Ils n'ont pas de renseignements sur le terrain pour savoir ni le nombre, ni le type, ni la quantité d'armes dont ils disposent. Sous quel format sont-ils configurés? Sont-ils en suprématie aérienne, équipés de missiles RR? S'ils sont configurés pour l'attaque au sol, avec des missiles guidés ou des bombes guidées? Ils ne le savent pas. Le pilote du Sukhoi va y aller à l'aveugle? Point numéro 1, point numéro 2. En ce moment, nous voyons ces avions parce qu'ils veulent que nous les voyions. C'est-à-dire, les États-Unis veulent qu'en ce moment, hier, sur cette planète, une grande partie regarde ce qui se passe là-bas. Dans des conditions de combat réelles, nous ne verrions pas ça, nous ne verrions rien. Alors, le pilote du Sukhoi ne voit rien et il ne voit rien sur son radar. Quand le pilote du Sukhoi décolle, par exemple de la côte, passe par Caracas et entre en mer. Il va activer son radar. Les avions sont équipés d'un radar au moment où il l'active. Il va émettre un signal. Les pilotes, ces F-18, vont détecter ce signal, mais pas seulement eux. Celui qui va le détecter en premier. C'est un autre avion qui se trouve par ici qu'on ne voit pas, qui s'appelle AWACS, un U-3 Sentry, un U-2. Un avion d'alerte précoce ou de surveillance aérienne, un œil de faucon. Cet avion va détecter qu'il y a un aéronef hostile qui s'approche ou non identifié, qui s'approche de la zone de Grand Rock à travers un système de signal chiffré de communication Link 16. Cet AWACS va transmettre l'information aux pilotes du Grizzly qui n'ont pas encore eu besoin d'allumer leur radar. Ils sont en mode furtif, ils n'ont pas encore allumé leur radar. Mais ils savent déjà où, combien et comment les aéronefs hostiles approchent. Que peut-il arriver ensuite quand le Sukhoi 30 est à la hauteur? De Grand Rock commencera-t-il à détecter les F-18 avec son radar? Cependant, les F-18 sont au courant de la présence du Sukhoi 30 depuis qu'il a traversé Caracas. Ils auraient pu abattre le Sukhoi 30 bien avant que le Sukhoi 30 puisse les voir, ce qui ferait que la conclusion serait les Sukhoi abattus, les F-18 toujours en vol.
Je crois d'avoir expliqué plus en détail. Pour que ce soit compréhensible, pour que l'on comprenne un peu comment fonctionne le Su-30. Il a un bon radar, c'est un appareil qui a un bon radar, mais il ne sert à rien dans cette condition d'infériorité parce que tu n'as pas de soutien d'avions d'alerte avancés, des avions qui sont des radars aériens. Tu n'as pas de système de communication chiffré, ils utilisent la radio, donc cela peut être écouté ou brouillé. C'est compliqué. Bonne question. Combien de sous-marins y aura-t-il en mer? Nous savons qu'il y en a au moins 2 de la classe Los Angeles, mais pas avec des armes nucléaires, seulement à propulsion nucléaire, capables de lancer des missiles de croisière et de transporter des équipes de forces spéciales qui peuvent rester des années en mer. Oui, mais ils ont besoin de logistique, ils ont besoin de réparation et d'entretien. On dit qu'ils peuvent effectivement rester longtemps en mission de longue durée, mais il est évident qu'à un moment donné, ils doivent retourner au port. Allons voir les avions ici. Zone Venezuela, que s'y passait-il? Conviasa a décollé, il va à Saint-Pétersbourg, au premier endroit, puis il ira à La Havane. Je vous explique l'itinéraire pour aller en Russie depuis Caracas. Il passe par La Havane, puis de La Havane à Saint-Pétersbourg. À La Havane, ils font une escale, un ravitaillement. Ils font le plein de carburant, embarquent plus de passagers pour remplir complètement l'avion, puis de là, ils partent pour Saint-Pétersbourg. C'est à peu près ce qui se passe. Attention à cet avion. Cet avion que nous voyons en ce moment va s'approcher des F-18. Cet avion va s'approcher des F-18. Nous allons voir la réaction des F-18. Et nous allons voir cet avion, à qui il appartient, qui il est, ce qu'il fait. C'est un petit avion, c'est un avion de type gros avion léger. En principe, ce n'est pas un danger, mais c'est un avion. Fréquenté par Julio Peña Guzmán, membre du Parti révolutionnaire de la République dominicaine, un allié de Maduro en République dominicaine. Voyons voir si cet avion va en République dominicaine. Si c'est le cas, il va passer juste devant les... Le truc, c'est que les F-18 volent à 28 000 pieds. L'avion léger qui se trouve en ce moment à Grand Rock vole à 2800 mètres d'altitude. Pardon, pieds d'altitude, ils volent beaucoup plus bas que les F-18. Les Rhinos continuant par ici. Ils volent à une altitude inférieure à celle des avions commerciaux. Voyons pour l'instant ce qui se passe avec celui-ci. Celui-ci avance très courageusement vers le F-18. Considère-t-on qu'ils envahissent l'espace vénézuélien en ce moment? Non, ils ne sont pas en ce moment dans la zone de contrôle aérien du Venezuela. C'est différent. C'est-à-dire, toute cette ligne que vous voyez en rouge, celle que vous voyez ici, en rouge, cette ligne-là. Ce qu'elle indique, c'est la zone délimitée de contrôle aérien. Le contrôle aérien. Le contrôle aérien de Caracas contacte chaque avion passant ici pour donner des instructions de sécurité ou d'approche. Ceux de ce côté sont dans la zone et le contrôle aérien d'Aruba, Curaçao, Aruba. Vous partagez? Dans ce cas, ceux qui sont à cet endroit se trouvent dans la zone de contrôle aérien de la Colombie. Pour entrer dans l'espace aérien du Venezuela, ils devraient passer près de la côte de La Orchila, près de la côte de Grand Rock, près de la côte de Caracas. Ils devraient s'approcher davantage. Mais c'est vrai, ils sont bien dans l'espace aérien contrôlé par le Venezuela.
Ça me plaît. Attention quand Mizraki le dit. C'est sérieux? Manque de respect, expulsion permanente de la communauté, il n'y a aucune compassion pour ça. Nous avons un secours pour ceux qui se comportent mal, on les envoie là-bas. Voilà où nous en sommes. L'opération continue, ça fait déjà un bon moment, ça fait presque 2 heures que des avions de chasse sont présents. En ce moment, beaucoup se sont posé cette question sans oser la formuler. Je vais vous raconter quelque chose. Un F-18 n'a ni toilette, ni salle de bain. Si le pilote en a besoin, hein? Faire ce que tout être humain fait, comment il fait? C'est la question que tout le monde se pose souvent. Eh bien, comme ils peuvent rester là-haut 2 ou 3 heures sans aller aux toilettes, ils sont là-haut, ils ne descendent pas, non, ils n'ouvrent pas une fenêtre. Vous voyez ce que je veux dire? Les pilotes ont des sacs spéciaux où ils peuvent déposer les liquides. Ces liquides se mélangent. Une sorte de de peau, c'est une sorte de pierre cristalline saline, pour éviter évidemment les problèmes d'odeur et autres. Et dans le cas où la situation devient plus grave, comme Nicolas Maduro, quand ils ont dû l'évacuer de Miraflores, ils portent dans des couches. Donc ils peuvent accomplir cette mission pendant des heures. Ce n'est pas grave, ensuite ils reviennent, prennent une douche et continuent. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut aussi connaître, hein, tu sais. Il faut connaître tous les détails. Oui, hein, je peux vous montrer des photos, pas de ceux qui ont été utilisés, mais du système qui est utilisé. C'est quelque chose de curieux, c'est curieux. C'est arrivé à certaines occasions. Cela est aussi arrivé. Le pilote a parfois dû atterrir à un endroit précis. Pour une question liée à cela et tout le reste, que se passe-t-il à la frontière entre la Colombie et le Venezuela? Il y a des groupes de guérilla là-bas, beaucoup de groupes de guérilla. Avec la Maracaibo, il peut y avoir un effet domino, non? Dans tout cela, merci aux stratégies, à toute l'analyse, aux images, au contenu et à la réalité elle-même. Je reste ici, merci beaucoup d'être resté ici, vraiment, merci beaucoup. Je veux aussi vous dire que je vais essayer de me reposer davantage, car hier nous avons fait 3 directs, toute la nuit et toute la matinée sans dormir. Ma santé commence déjà à en pâtir, en fait je l'ai vraiment ressenti en me réveillant aujourd'hui et je viens pratiquement de sauter du lit. Avec ce que nous étions en train de voir, il faut ralentir car ce qui arrive est important. Tu crois qu'ils cibleront Cuba après le Venezuela? Oui, Flo Fury, merci pour ton super chat. Je pense que oui, on va voir une Cuba libre. Mais d'abord, il faut renverser le régime de Nicolas Maduro, sinon ce sera compliqué. Abrams? Merci beaucoup, Abrams. Paddle. Stratégie tactique. La Chine avec Taïwan, mais dans les Caraïbes, oui. Oui aussi, très bonne remarque. C'est exactement ce que fait actuellement les États-Unis, c'est ce que fait la Chine avec Taïwan. C'est la même chose. C'est le même schéma jusqu'à ce qu'un jour il se passe quelque chose. Avion de la force aérienne vénézuélienne décollant. Joël Suarez, merci beaucoup pour ce super chat. Joël. Je ne le savais pas, merci pour la remarque, nous en tiendrons compte. Ils ne vont pas partir parce que les U-30 arrivent. Au contraire, en grande partie, les États-Unis peuvent souhaiter qu'ils envoient carte ou les U-30 faire vraiment une de leurs manœuvres à des années. Concernant l'incident du F-16 avec le porte-avions, je n'ai aucune information à ce sujet. J'en doute, désolé, mais je dois en douter, c'est ma responsabilité. Je ne crois pas qu'un avion F-16 de Nicolas Maduro s'approcherait à 6000 du porte-avions le plus grand et le mieux défendu de cette planète. En situation de guerre comme actuellement, surtout après que Donald Trump a donné l'ordre d'abattre tout aéronef hostile qui s'approche d'un navire des États-Unis. Cela s'est déjà produit une fois avec l'affaire des destroyers américains. Maduro a eu sa photo, il n'y a plus de photos d'ailleurs. Si cela s'était vraiment passé, Nicolas Maduro aurait déjà publié des vidéos et des photos. Cela ne s'est pas produit, donc je suis désolé.
avec tout le respect que je dois à toute personne analyste ou qui dispose sûrement d'informations que je n'ai pas, mais je suis désolé, je dois en douter. J'aime donner mon avis et analyser sur la base de preuves claires concernant des choses qui se passent. S'il y a une preuve, s'il y a une vidéo, s'il y a une photo, nous allons l'analyser et nous allons la regarder. Entre autres choses, pourquoi est-ce que j'en doute? Le système anti-aérien qu'embarque un destroyer de la classe Harley Burke avec les missiles SM de la famille SM de Raytheon ont une portée très très longue. Un F-16, même s'il vole très bas, à très basse altitude, n'arrivera jamais à 6 milles d'un porte-avions de la classe Gerald Ford. C'est impossible ensuite de faire des vols en piqué au-dessus du porte-avions. Je suis désolé, mais ce serait considéré comme une manœuvre de guerre et il serait abattu. Et là-dessus, il n'y a aucune discussion possible. Le manuel est clair, j'ai lu le manuel pour ces cas, parce que ce sont des incidents qui arrivent parfois dans certaines parties du monde, que la force aérienne du pays hostile, ou qui n'apprécie pas vraiment la présence d'un destroyer ou d'un porte-avions à proximité, s'approche et effectue un survol. Une chose est de survoler la longueur d'un navire, mais c'en est une autre de prendre une trajectoire d'attaque ou d'effectuer une manœuvre typique d'une attaque. Alors là, il n'y a pas aucune discussion. De plus, le système Phalanx qu'il faudrait examiner. Si le porte-avions Ford a le Phalanx, il doit utiliser le système Ring, qui est différent. Nous allons le chercher. S'il les a, et il semble que oui, c'est un système qu'il utilisait par caméra thermique. Principalement, il utilise une caméra thermique pour détecter les menaces. Il n'a pas de radar ou ne se guide pas uniquement par un système radar. Une version combine radar et caméra thermique. Mais j'insiste là-dessus, activer un Phalanx, c'est la dernière ligne de défense du navire. C'est quand tout le reste a échoué. Non, ça n'a pas beaucoup de sens, mais bon, il y a sûrement des choses là que je ne sais pas, qui m'échappent. Il y a peut-être eu des choses qui se sont passées. Nous étions en train de commenter. Les rhinos semblent maintenant se diriger vers le nord, à 280 km où se trouve le porte-avions. Au moins, ce rhino qu'on voit là-bas a pu partir par là. Ceux-ci poursuivant leur mission, ils continuent aussi de recueillir des informations des radars. Ils continuent, je vous informe, de recueillir des informations de navigation. Cela se passe en ce moment même, en direct, nous le voyons. Les types sont par ici. Plus d'informations sur des choses qui se passent en ce moment et qui sont frappantes. Vous savez déjà tout ce qui se passe ici. En stratégie, nous en discutons, nous le plaçons et nous observons. Rhino 11 n'apparaît toujours pas. Les Super Hotnet qui étaient à Aruba se retirent, c'est vrai. Ils se sont déjà retirés. Ils retournent sûrement au porte-avions. Changement de patrouille. Certains sortent, d'autres entrent. Certains sortent, d'autres entrent. C'est une ville, c'est vraiment une ville flottante. Des avions entrent et sortent, je confirme. S'ils disposent l'un du système Phalanx, General Ford, mais j'insiste, cela reste très improbable. Plus de commentaires. Allons-y avec plus de commentaires, ici de la part des amis. Pégase, merci beaucoup pour ce super chat. Merci beaucoup. Mon ami, merci pour ton temps précieux et tes efforts. Nous sommes informés et nous apprenons. Des câlins. Ronald, j'apprends en premier que le Brésil sera aussi libéré. Le sujet des favelas est compliqué. Bravo pour ton amour du Venezuela. Tu peux zoomer, commenter sur les vols au Venezuela et voir les itinéraires des compagnies ou privés locaux. Oui, le problème, c'est que, Luis, si je fais ça, l'écran va être rempli de beaucoup trop de vols. Ce sera difficile à faire comprendre. Vols habituels, Caracas Isla Margarita,
Caracas Santa Elena, Caracas Barcelone et Caracas Marrakech, Valence. Vols hors du Venezuela, Cuba, Colombie, Mexique sont les plus habituels. Il y a aussi des vols qui vont aux Bahamas. Et quelques îles proches, Curaçao, il y en a aussi qui vont par là, mais pour l'instant, rien. Hélicoptère. Au fait, il m'est parvenu une information. Concernant un endroit au Venezuela qui pourrait être lié à la famille de Diosdado Cabello. J'analyse des images satellites, je cherche des détails. Parce que ça va être hallucinant que nous avons localisé un endroit où il pourrait se cacher. Je le laisse juste là et on en reparlera. Sujet du Honduras, que s'est-il passé? Le Parti libre veut y faire un coup d'État. Ils veulent maintenant soutenir Nasrallah parce qu'il semble que Nasrallah n'avait pas l'intention d'enquêter sur Zelaya et Richie Moncada. Il semble que Papi attend qu'on le nomme officiellement président du Honduras. Je ne sais pas, mais l'autre jour, il y a eu un gros bazar. Je sais qu'il y a des gens ici dans la communauté qui soutiennent Nasrallah, d'autres qui soutiennent Papi. Je ne veux pas entrer dans ce débat. Ce que je veux dire, c'est que le gouvernement actuel, qui est communiste, n'accepte pas le résultat des élections. Et ils disent que Donald Trump a manipulé les élections. Donald Trump s'est contenté de donner son avis sur le candidat qu'il préfère, avec qui il souhaite travailler et que les États-Unis vont soutenir. C'est quelque chose qu'il a le droit de dire. Et en plus, je trouve ça bien, ça ne me dérange pas. Les États-Unis sont un pays souverain qui peut dire ce qu'ils veulent. Cela n'a rien à voir avec les élections au Honduras, il ne manquait plus que ça, des élections un dimanche là-bas. Et POTUS, il ne parle pas. Le samedi ou le vendredi, ou quand il en a envie, tu ne peux pas dire au président des États-Unis « Écoutez, ne faites aucune déclaration sur le Honduras parce qu'il y a des élections. » Le sujet de la loi électorale et de la période de réflexion pendant laquelle il n'y a pas de campagne électorale. Cela concerne les partis du Honduras, mais à ma connaissance, il n'existe pas de parti Make America Great Again là-bas. Et Donald Trump n'a pas été candidat à la présidence hondurienne. Pour l'instant, je pense qu'à la fin, au rythme où nous allons, cela va se présenter au Venezuela, en Colombie et dans tous ces pays, au rythme où nous allons. Moi, d'après ce que je vois, c'est-à-dire, la question du Honduras est une question compliquée. Les élections ont été remportées par quelqu'un qui n'est pas libre, évidemment. Parce que Libre n'a pas gagné, au contraire, ils ont perdu les élections et ils ne veulent pas accepter le résultat. Et ça s'appelle un coup d'État, Donc, il n'est pas nécessaire d'être un expert en politique hondurienne pour se rendre compte que le parti au pouvoir, c'est l'ami de Nicolás Maduro, qui suit la même ligne que Nicolás Maduro. Il refuse le résultat des élections, veut les suspendre et se maintenir au pouvoir. Je dis toujours qu'une fois au pouvoir, il est difficile de les en déloger. Famille, abonnez-vous à la chaîne Stratégie Militaire si ce n'est pas déjà fait. Chaîne de référence, d'actualité sur tout ce qui se passe, tout ce qui se produit en ce moment. Merci à G, R entre guillemets, pour ce raid qu'il vient de nous faire. Bienvenue ici. À ce sujet. Un avion de Caracas à Saint-Pétersbourg, très étrange. Non, ce n'est pas étrange, c'est un avion qui le fait toutes les semaines. Ce vol que vous voyez est un vol hebdomadaire. La ligne est prévue pour faire Caracas-La Havane. Saint-Pétersbourg, il n'y a rien de spécial. Les gens veulent que Trump donne l'ordre. Les militaires ont refusé un coup d'État au Honduras. Bien, raisonnable, parce qu'ils savent que s'ils le font, les États-Unis vont arriver et vont leur faire un coup d'État.
Les États-Unis ne le permettront pas. Je le dis sérieusement, personne ne vole des élections en Amérique centrale ou en Amérique latine sans conséquence. Un parti communiste ne va pas le permettre. Ils utiliseront la force si nécessaire. Parce que c'est une question de sécurité nationale. C'est aussi clair que cela, c'est ainsi que Donald Trump l'a expliqué. Je comprends maintenant pourquoi il y a autant de vols privés au Venezuela. Pourquoi ces avions privés sont-ils si nombreux? Eh bien, évidemment, quand tu voles 10 milliards de dollars par an, ça te permet d'en acheter quelques-uns et d'en offrir aussi. Également, tu peux les offrir au régime cubain, à celui du Nicaragua, à tous tes amis. Tu peux faire beaucoup de choses. Allez, cet avion Turo, oui, Turo a été là, Turo 079. Turo 079 était à Curaçao. Oui, c'est un petit avion. Merci de rester détendu sur ce sujet. Prenez-le calmement. Que nous voyons un petit avion entrer de Curaçao au Venezuela. C'est pour quelque chose de normal. C'est logique, d'accord? C'est quelque chose de normal. Ça n'est rien. Ils effectuent 20 000 vols car ces personnes voyagent toujours. Ils voyagent toujours ainsi, avec des avions privés et de nombreuses infrastructures. C'est normal, c'est logique. Regarde! Il s'est retourné. Regardez ce qui vient de se passer, ce n'est pas normal. Il n'a pas pu atterrir au Rock. Ce vol n'a pas pu atterrir. Le Yankee Victor 3029 avait l'intention d'atterrir au Rock et il n'a pas pu atterrir. Il a dû faire demi-tour. Pourquoi? Pour ça? Parce qu'il y a 2 avions F-18 qui brouillent, les systèmes de navigation ne fonctionnent pas. La tour de contrôle de Grand Rock coupée de toute communication. Regardez ce qui vient de se passer. Image de l'avion. Faisant demi-tour vers le Venezuela. Il n'a pas pu. Ça s'appelle un blocus, on lui a dit « tu n'iras nulle part ». Mais l'autre avion, celui qu'on a vu et mentionné, voyons s'il ira. Perdu en République dominicaine. Cet avion, nous l'avons perdu. Il a peut-être atterri à Grand Rock, mais il n'a pas pu. Celui-ci vient de faire demi-tour, il n'a pas pu atterrir à Grand Rock. Tu penses que pendant la journée, il peut y avoir une opération? Oui, oui, Antoine. Oui, je pense que oui. Je pense qu'une opération peut avoir lieu, même si les États-Unis préfèrent la nuit. Mais oui, cela peut aussi surprendre. Tôt le matin, dès la première heure. Dès la première heure, les gens sont très fatigués par le changement de garde. Beaucoup de gens dorment, ça les prend au dépourvu. Oui. Grand canal, stratégie. Qu'en sors-tu? Je suis au Pérou, dans un bunker. Je ne sais pas quand il fait jour, je ne sais pas quand il fait nuit. Je te le dis vraiment, on ne sait pas quand il fait jour ou quand il fait nuit. Moi seulement parce que je regarde l'heure. Rhino balaie les rocs et la Orchila. Est-ce que cette promenade est anormale? Ils vont vers la Orchila? Aujourd'hui, je ne crois pas. Aujourd'hui, je ne crois pas. Parce qu'on le voit. Si on ne le voyait pas, je pourrais penser que oui. Mais il a fait demi-tour. Est-ce que cela veut dire qu'il peut y avoir une opération en cours? On leur a dit de quitter l'espace aérien avec cet avion. Regarde comment le pilote du F-18 a dû entrer sur la fréquence de cet avion, il sait laquelle c'est et il a dû lui dire « vol ». Yankee Victor 3029 s'approche d'une zone fermée d'opération des États-Unis d'Amérique où la sécurité aérienne
Quittez la zone cap au sud, danger. Par exemple, Yankee Victor, 30 229. Excusez-moi, Yankee 3029. Aurait-il dit on part? Comme ça? Qu'est-ce qui se serait passé si l'avion avait continué vers le nord? Il lui aurait donné 3 avertissements de plus. Et s'il ne suit pas les instructions, il l'abatte. L'avion précédent. Attention Grand Rock, maintenant pas celui-ci. L'atterrissage à Grand Rock lui a été refusé. Je vais remettre les filtres. Militaire, je garde celui des affaires privées. Ceci peut m'intéresser. Pas les hélicoptères, ni l'aviation en général. Drones et militaires. Il ne nous reste plus que ce Grizzly, et attention, il vient de couper le signal. Grizzly a coupé le signal. Et le Yankee, Victor 3029, direction Caracas, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Cap sur Caracas, comme s'il n'y avait pas de lendemain. À toute vitesse. En fait, regardez ce qui s'est passé ici. Regardez. L'avion étant monté à 10 000 pieds, il a décollé rapidement de Caracas pour effectuer une sorte de montée et descente directe en dessous. Atterrir à 1650 pieds. Et quand j'étais sur le point d'atterrir à Grand Rock, quelqu'un est entré sur sa radio et l'a dit fort. Il est rapidement monté. À nouveau, à 2600 pieds et il est parti. Désolé, nous le voyons mal. Il était à 12 000 pieds, il est descendu jusqu'à 450 pieds en touchant le sol. Il n'a pas pu atterrir et il a de nouveau repris son envol. Jusqu'à 12 000 pieds, on voit ici en jaune la chute, la perte de vitesse, puis la remise des gaz. Et ils ne l'ont pas laissé atterrir. Voici comment ils déplacent une batterie anti-aérienne au Venezuela. S'il vous plaît, une pause. Un pétard, tu pourrais lui lancer un sandwich ou des bâtonnets, parce que ça ne marche pas. Les radars ne fonctionnent pas, ils ne sont pas là. Et il n'y a pas de radar, le radar c'est fini. Et ceux-là sont partis, ils sont partis, là tout de suite ils sont partis. Ils réapparaîtront, il se peut qu'ils réapparaissent, ou il se peut que non. Caro, l'atterrissage n'était pas mauvais. Il n'a simplement pas réessayé, car il sait qu'il ne peut pas. Quelle est la portée et la différence de ces avions? Ce sont des informations confidentielles. Mais moi, par exemple, je sais qu'une des armes montées sur ces avions peut commencer à produire des interférences. À 400 km, elles peuvent commencer à produire des choses. Plus ils sont proches, plus leur signal est puissant. De plus, ils utilisent des bandes hautes, moyennes et basses. Il y a des radars sur différentes fréquences et bandes pour détecter plus loin, plus près, différents types d'aéronefs. Et ça couvre tout, ça couvre tout.
il faut obtenir un rack max. Il faut enquêter sur le rack max. Celui dans l'avion a dit « Ne m'atterris pas à Grand Rocker, je pense qu'ils vont peut-être l'envahir. » Allons-y. Allons-y, il doit se passer quelque chose là-bas. Là-bas, on a d'abord interdit à cet avion d'atterrir à Grand Rocker. Et le Zo 2, il est en route? Ce n'est pas réel. Ce que vous voyez là n'est pas réel. Ce qui se passe là-bas n'est pas réel actuellement. Donc on verra bien ce qui va se passer. Allez, on continue un peu la famille. On voit ici ce qui se passe. Ce sont des détails très intéressants. Maria Corina est sortie aujourd'hui et a dit que Maduro partira de force, que ce soit de bonne ou de mauvaise manière. Mais il partira. Même Maria Corina le dit déjà. Va-t-il partir de bonne ou de mauvaise manière? Ici, il revient à Simon Bolivar. Ils ne nous ont pas laissé atterrir. Pas de fête pour Yankee. Victor 3029. Très bien, la famille. Je m'en vais un moment, je vous l'ai déjà dit. Je vais essayer de me reposer. Et si quelque chose d'autre se passe, ou si on voit quelque chose de plus sérieux que ça, je reviendrai. On rouvre. Et on recommence à donner des informations. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne.